Bonjour. Je n'ai pas la prétention de remplacer qui que ce soit. Si vous êtes un peu déboussolé par ma présence sur cette table ronde, pour vous sécuriser, pour retrouver vos repères, imaginez-vous que vous êtes sur Wikipédia, à la page numérique et information au cœur des questions démocratiques, et que vous venez de cliquer sur un mot « service public ». Et par la magie des hyperliens, c'est moi que vous voyez. Et voici ma présence complètement légitimée, n'est-ce pas? L'origine de cette communication s'enracine initialement dans une préoccupation concernant l'avenir du service public médiatique dans le contexte des réseaux numériques que je devais présenter ce matin dans un atelier consacré au service public numérique. Aimé-Jules Bizimana, Oumar Khan et moi-même avons entrepris depuis quelques années une recherche pour analyser les stratégies des grandes institutions de service public radiophonique et télévisuel au Canada, en France et au Royaume-Uni. Ces institutions jouent un rôle fondamental dans la survie du service public, dans ses tentatives de redéploiement dans les sociétés numérisées. Mais elles n'en sont pas les seuls protagonistes, loin s'en faut. Les autorités politiques et les citoyens eux-mêmes en sont des acteurs déterminants. C'est sur ces derniers que je voudrais, en ce moment, braquer le projecteur. Ma question est donc la suivante. Quel avenir pour le service public médiatique dans des sociétés numériques dont les leaders politiques parlent moins de biens communs que de classes moyennes et dont les orientations fluctuent au gré des humeurs de l'opinion publique, qu'expriment non seulement les sondages, mais aussi les médias et de plus en plus les réseaux sociaux. D'où mon sous-titre, « Dans une société numérisée, la classe moyenne veut-elle le bien commun? L'opinion publique soutient-elle le service public? » La définition du service public ne saurait être essentialiste. Elle varie en effet beaucoup d'une société à l'autre, d'une époque historique à une autre, au gré des idéologies et des orientations politiques. Il faut distinguer pour le moins deux grandes traditions, le service public à la française et les public utilities à l'américaine. Dans la tradition française, bien illustrée par le travail du juriste Léon Duguy, le service public est une responsabilité et une prérogative de l'État. Une conception qui a longtemps justifié l'existence d'un monopole public en matière de radiodiffusion. Dans la tradition nord-américaine, le service public peut être rendu par des entreprises privées qui jouissent souvent d'une situation de monopole ou d'oligopole. Ces entreprises sont soumises à un régime de régulation défini par la loi. Avec le temps et les privatisations, en particulier depuis les années 80, les deux traditions ont fini par converger vers un modèle hybride qui voit coexister institutions publiques, entreprises privées et organismes de régulation. Le service public concerne des activités qui sont déclarées d'intérêt général, des services qui doivent être rendus à tous les citoyens sans discrimination. L'État doit donc en assurer directement la prestation ou, à tout le moins, contrôler et réguler les entreprises qui sont autorisées à la fournir. L'identification des activités qui tombent dans le domaine public varie selon les idéologies. Oumar en a donné un exemple ce matin. Ça varie selon les idéologies, les sociétés et les époques. Depuis ses origines jusqu'à présent, la radiodiffusion, c'est-à-dire radio et télévision, a été considérée dans la majorité des États européens et au Canada comme une activité de service public. Sans entrer dans les détails, rappelons seulement que cette qualification de la radiodiffusion comme service public était fondée initialement sur la rareté des ondes et leurs propriétés collectives, mais également sur la triple mission informative, culturelle et éducative dévolue aux entreprises radiophoniques et télévisuelles. Généralement, le service public doit remplir certaines exigences, dont les principales sont l'universalité du service, son accessibilité à coût raisonnable et la qualité de ce même service. En matière de radiodiffusion, les exigences d'accessibilité et de qualité se traduisent aussi
par la poursuite de certains objectifs culturels en termes de promotion de la création audiovisuelle nationale. Le bien commun, pour sa part, n'est pas plus facile à définir. La notion réfère bien sûr à ce que l'on considère comme l'intérêt général de la collectivité, au-delà des intérêts individuels et des intérêts de groupes particuliers. Le bien commun, c'est ce qui est dans l'intérêt général, mais son contenu spécifique varie lui aussi selon les sociétés et les époques. Je n'ai pas le temps de reprendre les étapes de l'évolution historique de cette notion qui prend ses racines dans les systèmes juridiques de l'Antiquité. Je renvoie le lecteur intéressé au magistral ouvrage que Dardot et Laval ont consacré à la question en 2015. Pour les besoins de mon argumentation aujourd'hui, je me contenterai de rappeler que le bien commun, l'intérêt général, c'est le but du service public. Qu'est-ce que la classe moyenne? Je cite un auteur français que j'ai trouvé au hasard de mes pérégrinations sur le web, qui s'appelle Régis Bigot, qui dit ceci: « Définir les classes moyennes ne va pas de soi. Non seulement les points de vue sur la question divergent, mais les critères pour en délimiter les contours sont multiples. La profession, les revenus, le niveau de diplôme, pourquoi pas le patrimoine possédé ou le statut par rapport à l'emploi, stable, précaire, à temps complet, à temps partiel, etc. » Précisons tout d'abord que la notion de classe dont il s'agit ici n'a rien à voir avec une approche marxiste. Loin de là. Pas question de lutte de classe ni de révolution de la pensée de ceux qui utilisent les termes de classe moyenne. Distinguons aussi une approche purement statistique, une perspective sociologique et une utilisation politique de la notion de classe moyenne. L'expression elle-même connote un entre-deux, un certain milieu entre haut et bas revenus, entre classe supérieure et basse classe. Les mots utilisés laissent entendre qu'il s'agit d'un moyen terme flou entre deux extrêmes. D'un côté, la pauvreté, de l'autre, la richesse. On peut préciser statistiquement ce flou. On peut donner une définition chiffrée de la classe moyenne. Selon l'OCDE, par exemple, elle est constituée par les ménages qui gagnent entre 75 % et 150 % du revenu médian. Au Québec, ce serait le cas de 38 % de la population. Le groupe américain Pew Research, pour sa part, place la barre à des hauteurs différentes. On peut discuter longtemps des strates de revenus qui caractérisent les différentes classes sociales, ou fixer la limite, ou la déplacer, et en fonction de quels critères. La précision statistique n'est cependant pas ce qui m'intéresse le plus ici. Les classes sociales recouvrent des réalités sociologiques beaucoup plus complexes que le seul revenu des ménages. C'est tout autant une question de mode de vie, de culture, d'éducation et, fondamentalement, de sentiment d'appartenance, lequel relève de mécanismes de perception et de reconnaissance sociale qui diffèrent d'une société à l'autre, par exemple aux États-Unis, au Canada ou en France, et aussi d'une époque à l'autre. Deux témoignages parmi beaucoup d'autres. Le premier, français, et je cite, « L'enquête du CREDOC révèle que 2 personnes sur 3 considèrent appartenir aux classes moyennes, ici au pluriel, et que seuls 5 % de la population estiment faire partie des gens aisés ou privilégiés. » On le sait tous, la France est un pays pauvre. Au sein même de ces 20 % les plus riches de la population, seuls 15 % reconnaissent faire partie du haut de l'échelle des revenus. Au sein des plus riches, les 20 %. 50 % jugent qu'ils appartiennent aux classes moyennes, supérieures. Et 29 % estiment qu'ils se situent dans la partie inférieure des classes moyennes. La réticence à s'afficher en haut de l'échelle sociale est très nette. Second cas, canadien celui-là, un sondage de ICOS, la presse canadienne, mené auprès de presque 5 000 Canadiens, indique que la proportion de personnes qui s'identifient à la classe ouvrière se situe, la classe ouvrière, à 37 %, tandis que 43 % des participants estiment faire partie de la classe moyenne. Il s'agit du niveau le plus bas depuis 2002. Le sondage que je cite est tout récent, c'est de l'an dernier. A indiqué ICOS. Au début du siècle, c'est-à-dire en 2000, 70 % des Canadiens
se définissait sous les termes de classe moyenne. En quelques 18 ans, on est passé de 70 à 43 %. Durant la même période, la proportion des gens estimant faire partie de la classe ouvrière a presque doublé. Alors qu'on sait que la mutation vers des emplois n'indique pas qu'il y a une progression et un accroissement de la classe ouvrière. Par-delà les statistiques objectivantes et les perceptions subjectives, les mots utilisés, en ce qu'ils disent et aussi en ce qu'ils taisent, assignent des places et des rôles aux uns et aux autres dans le jeu social, économique et politique. La classe inférieure, c'est la classe ouvrière. Tout le monde s'entend là-dessus, en tout cas les auteurs que j'ai lus. La classe supérieure, c'est celle des possédants et des dirigeants. La classe inférieure et la classe supérieure sont donc bien situées dans le procès de production. La classe moyenne, au contraire, n'a pas d'identité dans la chaîne productive. Elle ne réfère à aucun statut de propriété, ni à aucune fonction particulière dans l'ordre de la production. Elle n'est ni du côté du monde capitaliste, ni du côté de la classe ouvrière. Si la classe moyenne constitue en quelque sorte une négation des distinctions de statut et de rôle liées à la production, se définirait-elle davantage dans l'ordre de la consommation par le pouvoir d'achat? Si la classe moyenne ne se situe pas dans la chaîne de production, tout en étant centrale dans le discours politique, tout au moins au Canada, serait-ce pour gommer l'importance du procès de production ou focaliser l'attention sur le processus de consommation? Certains indices portent à y penser. Revenons par exemple au discours de Frank Graves, que je citais précédemment, le président de la Forme ICOS, qui parle de la perception des gens quant à leur bien-être, leurs liens émotifs et leur sentiment général sur leur qualité de vie. Bien-être, qualité de vie, ne sont-ce pas là des termes qui font davantage référence à la consommation qu'à la production? Les discours des hommes politiques, dont celui du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui évoque souvent la classe moyenne, n'énonce habituellement pas de définition précise de cette même classe moyenne. Il donne cependant l'impression qu'il identifie à la grande majorité de la population, à ce qu'on appelait dans les années 70 la majorité silencieuse. Écoutons-le, par exemple, M. Trudeau. C'est pourquoi nous avons un plan, il a dit ça pendant la campagne électorale souvent, la dernière, nous avons un plan en 3 points qui va faire une réelle différence dans vos vies. Nous investirons dans la création d'emplois. Nous ferons croître la classe moyenne. Et nous aiderons celles et ceux qui travaillent fort pour faire partie de la classe moyenne. Nous accorderons un allègement fiscal à la classe moyenne en demandant aux 1 % des gens les plus riches de payer pour un peu plus pour que les familles de la classe moyenne aient un peu plus d'argent pour élever leurs enfants. Fin de la citation. Travailler fort pour faire partie de la classe moyenne, sortir de la classe inférieure, celle qui manque de moyens, un peu plus d'argent pour élever des enfants, ne sont-ce pas là de claires références à la capacité de dépenser, à la consommation? Le populisme s'adresse à des gens qui ont le sentiment d'avoir régressé de la classe moyenne vers les classes inférieures, frustrés par leur sentiment d'une perte de revenus, d'une baisse de niveau de vie. Ils viennent grossir les rangs des classes populaires, en tout cas de ceux qui s'y identifient. Le discours qui les interpelle ne se caractérise plus par la modération, mais par la frustration, la colère, la révolte. La classe moyenne est-elle devenue l'acteur dominant de nos sociétés occidentales? Rien n'est moins sûr. Le fait que des leaders politiques en fassent la référence préférée de leur discours ne confère aucune suprématie, voire aucune influence particulière à la classe moyenne. Pourquoi? Parce que la classe moyenne ne constitue pas un groupe identifié et organisé. La classe moyenne exprime-t-elle l'opinion publique? Veut-elle le bien commun? Soutient-elle le service public? Disons tout d'abord que l'opinion publique et la classe moyenne sont 2 constructions statistiques, mais ça ne se recouvre pas l'une l'autre. L'opinion publique énonce des majorités numériques sur des questions spécifiques. Le consensus peut varier grandement selon les objets en cause et agglomérer des opinions individuelles de classes différentes.
La notion de classe moyenne, dans sa version la plus précise, renvoie à des strates de revenus. Certaines questions varient en fonction du revenu, d'autres non. Et les analyses sociologiques montrent que le niveau d'éducation est très souvent un facteur plus discriminant que le revenu. Entre la pauvreté et la richesse, la classe moyenne est-elle garante de vertu, porteuse des aspirations raisonnables de la majorité de la population? La classe moyenne est-elle devenue le sujet historique qui exprime le consensus social? Est-elle dépositaire de l'intérêt général? Veut-elle le bien commun? C'est ce que laissent entendre les politiciens qui s'en réclament. C'est commode. Cette référence leur permet de prétendre qu'ils ne servent pas d'intérêt particulier, mais celui de la majorité de la population. Comme cette classe n'a pas de contour précis, qu'elle n'a pas non plus d'organisation spécifique ni de porte-parole autorisé, ceux qui l'invoquent peuvent la pétrir et lui donner la forme qui leur convient, au gré de la succession infinie des sondages d'opinion, sans risquer la contradiction ni le démenti. Comme je l'ai dit, la classe moyenne n'a pas d'organisation représentative. C'est une construction statistique et pour paraphraser Bourdieu, on peut dire que la classe moyenne, comme l'opinion publique, n'existe pas. Mais elle a une efficacité idéologique certaine, en tant que référence politiquement rentable. Dans le discours des personnalités politiques qui s'en réclament, la classe moyenne, c'est la majorité, c'est la normalité, c'est monsieur et madame tout le monde, ni privilégiés, ni défavorisés. Le service public aspire à transcender les distinctions de classe. Il s'adresse à tous les citoyens parce que c'est une notion grandement, tout au moins dans nos sociétés, néolibérales, pas néolibérales, mais d'origine libérale, comme ça a été rappelé ce matin. Il s'adresse à tous les citoyens sans distinction de race, de classe, de religion, de revenus, d'éducation, d'idéologie. Il prétend servir le bien commun, l'intérêt général. Aucune classe particulière n'est le dépositaire autorisé, pas davantage la classe moyenne que les basses classes ou les classes supérieures. Pour que tous et toutes en bénéficient, les différentes composantes de la société doivent faire des concessions. Des arbitrages doivent être effectués pour atteindre un consensus. Dans une démocratie, c'est par le jeu politique qu'on espère y parvenir. L'universalité du service public ne saurait être confondue avec les intérêts de la classe moyenne. Le service public, dans sa conception libérale, doit transcender les intérêts de classe spécifiques. Concrètement, la radiodiffusion de service public doit s'adresser à tous les publics, offrir une programmation variée et des services pour tous les goûts. La poursuite du bien commun ne peut être réduite à la satisfaction des aspirations de la classe moyenne, si majoritaires soient-elles dans les idées qui s'en font les leaders politiques. Si la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité, c'est aussi celui de la recherche de l'intérêt général, du bien commun, lequel implique un service public qui prenne en compte les besoins de l'ensemble des individus et des groupes qui composent une société. Il revient aux institutions représentatives de l'État d'en assurer les conditions effectives. L'actualité confirme la pertinence de notre problématique. La prolifération des fausses nouvelles, des demi-vérités, des mensonges répétés sans vergogne font prendre conscience de l'importance de l'information en tant que bien public. L'affaire Cambridge Analytica, qui a été soulevée hier, a révélé la nonchalance et la complexité des réseaux sociaux dans l'exploitation éhontée des renseignements personnels à des fins commerciales ou politiques. Reconnaîtra-t-on enfin que s'impose une certaine réglementation de l'Internet? Car l'on sait depuis longtemps qu'il ne faut pas laisser les médias, Internet compris, à la merci ni de la partisanerie politique, ni de la cupidité marchande. À l'ère des réseaux numériques, le service public est plus que jamais d'actualité. Merci de votre écoute.